voudrais apporter une petite précision parce que sur le programme, on m'a présenté comme étant le sous-directeur de l'ITN Promotion Sociale, ce que je suis bien, rassurez-vous, mais j'exerce aussi d'autres fonctions. Je suis professeur au CAP que nous organisons donc à l'ITN Promotion Sociale et j'interviens aussi dans la formation KPS que nous organisons avec l'UNAMUR. Vous dire aussi que je suis un ancien formateur d'adultes. J'ai eu l'occasion de travailler dans la formation d'adultes au sein d'organisations comme BNP Paribas, Fortis et Febelfin. Et qu'enfin, j'ai une expérience hors enseignement. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Pour que vous compreniez mieux le regard que je vais jeter sur les assertions qui m'ont été proposées. Alors c'est un peu fastidieux, mais on m'a demandé d'être très clair sur la position que je pouvais prendre par rapport à un certain nombre d'assertions, donc d'emblée je vais vous les proposer. Et puis dans un deuxième temps, je vous expliquerai pourquoi je prends ces positions-là et certainement vous dire aussi comment j'envisage de pouvoir alimenter les choses. Alors la première assertion, elle nous dit quoi? L'absence de réflexion sur l'expérience tend à conforter le métier de formateur dans la répétition des pratiques habituelles et familières. Le formateur est essentiellement dans l'action et ne prend pas suffisamment le temps de réfléchir son action. Cela nuit au développement de ses compétences et de sa professionnalisation. Je suis d'accord avec cette assertion. On aura peut-être l'occasion d'y revenir lorsque vous me poserez l'une ou l'autre question. La deuxième assertion choisie, les formateurs prennent peu en compte les préacquis et les caractéristiques individuelles des formés. La formation est peu individualisée et n'est pas réajustée en fonction de ses caractéristiques. Elle laisse peu de place à l'autonomisation des formés. Je suis d'accord également avec cette assertion. Troisième et dernière assertion que je traiterai ici dans le temps qui m'est imparti. Les formateurs ont tendance à mettre prioritairement l'accent sur un contenu ou une technique à maîtriser par les formés. C'est le plus souvent ce qui fait qu'on lui a demandé d'être formateur. Sa réflexion, même si elle est présente, est moindre sur le dispositif qu'il convient de mettre en place pour permettre aux formés de maîtriser ce contenu ou cette technique. Ils sont en général peu formés en la matière et doivent puiser les idées et les ressources en eux-mêmes. Je suis également d'accord avec cette assertion. Alors, les trois assertions que j'ai choisi de traiter ici, je peux les regrouper en deux thématiques fondamentales. La première, c'est la nécessité de réfléchir sur son action en tant que formateur. Je reprends un bref passage d'une des assertions citées précédemment. L'absence de réflexion sur l'expérience tend à confronter le métier de formateur dans la répétition de pratiques habituelles et familières. Et enfin, le deuxième axe, c'est la construction de pratiques de formation. En référence à cet extrait d'une assertion, les formateurs ont tendance à mettre prioritairement l'accent sur un contenu ou une technique à maîtriser par les formés. La réflexion sur l'action d'abord, elle n'est plus à démontrer. Depuis Schoen, en 1994, un nombre d'ouvrages importants a été publié sur le sujet et qui démontrent l'importance ou la nécessité de réfléchir sur l'action en formation. Alors on peut se demander pourquoi elle est absente, cette réflexion sur l'action, alors même qu'elle est considérée comme essentielle. Probablement qu'il y a des tas d'explications à ça. Moi j'en ai retenu trois. Parce qu'elle peut être perçue comme pas ou peu importante, parce que le formateur est pas ou peu outillé pour le faire, et de nouveau en lien avec une des assertions, parce que l'accent est mis prioritairement sur un contenu ou une technique à maîtriser davantage que sur une réflexion sur son action de formateur. Alors la réflexion sur l'action, elle nécessite un certain nombre d'aptitudes. La première, c'est de redéfinir son rapport à l'erreur. En fait, réfléchir sur son action, c'est entrer dans le processus de la route d'Hemming, qui consiste à observer, à planifier, à agir, à vérifier, puis à réagir continuellement pour améliorer de manière continue un dispositif d'enseignement ou de formation. Et enfin, une autre nécessité pour pouvoir réfléchir sur son action, c'est d'être accompagné d'outils dans un premier temps et de pouvoir s'entraîner. On ne devient pas un formateur réflexif d'emblée parce qu'on a été familiarisé avec certains outils. Alors, il existe un certain nombre d'outils que je vais quand même vous présenter aujourd'hui. Certains vous sont connus, d'autres peut-être un peu moins. Ce sont des outils que j'utilise moi essentiellement dans les formations que je suis chargé de donner, tant au CAP qu'au KPS, et peut-être plus encore au KPS. KPS qui est une formation, donc certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement supérieur. C'est une formation qui s'adresse
à des enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur, que ce soit en haute école ou dans l'enseignement supérieur de promotion sociale. Et je dirais l'objectif principal de la formation KPS, c'est précisément de doter l'apprenant de capacités réflexives. Je vois M. Ouanet que j'ai eu l'occasion de côtoyer dans une formation KPS qui acquiesce. Donc voilà, je suis conforté dans l'idée que c'est bien ça l'objectif principal de ce type de formation. Donc les outils récents sur lesquels je vais vous entretenir un peu, ils sont construits évidemment sur des paradigmes de l'apprentissage. Alors un paradigme, qu'est-ce que c'est? C'est une vérité, ou en tout cas c'est quelque chose qui est considéré comme vrai tant que l'inverse n'est pas démontré ou tant que les progrès n'ont pas démontré que ces outils étaient devenus obsolètes. Ils ne sont donc pas neutres. Et enfin, les outils intéressants, je pense, pour amener cette réflexion sur l'action, sont construits autour de points d'attention. Il ne s'agit donc pas de proposer un canevas préétabli auquel on aurait à se confronter pour savoir si on est dans le bon ou si on n'est pas dans le bon, précisément. Alors, parmi ces outils, je vais citer quelques-uns, il en existe d'autres, l'outil Compass, l'outil DIPROS, la grille d'analyse des interventions, l'apprentissage visible, qui n'est pas vraiment une grille, mais je vais y revenir, qui est un ouvrage très intéressant, issu de méta-analyse, et alors des grilles qui permettent vraiment de réfléchir sur son parcours, sur son évolution en formation, comme celle de Weller ou de Katz. Alors, la grille Compass, c'est une grille qui permet aux apprenants, formateurs, de réfléchir sur leur action autour de points d'attention qui sont les suivants. Ils sont numérotés, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un ordre chronologique dans la manière d'envisager une formation, mais les auteurs Parmentier-Paquet de l'outil considèrent qu'une bonne formation doit receler un maximum de ces points d'attention. Alors on pourrait citer faire face à une situation problème, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, exploiter des ressources, agir, interagir, réfléchir, évaluer, coévaluer, structurer, intégrer, construire du sens et préparer le transfert. Je reviendrai très brièvement sur un certain nombre de ces points d'attention tout à l'heure lorsque je vous parlerai du deuxième axe de mon intervention qui est préparer un dispositif de formation. Et enfin, la 11e facette qui concerne les activités du formateur. En effet, on considère dans ce type d'outil que je vous présente que le rôle de formateur est bien un rôle d'accompagnateur et non pas un rôle de dispensateur de savoir. Autre outil, dont la référence est plus socioconstructiviste ici, qui met en avant des points d'attention qui sont assez semblables à ceux qu'on trouve dans Compass. Merci. Agir sur les connaissances antérieures, je reviendrai aussi sur cette importance puisque ça fait partie des assertions que j'ai décidé de traiter aujourd'hui. Rendre les étudiants actifs, susciter, exploiter des interactions, soutenir l'organisation des connaissances, intégrer l'évaluation dans les situations d'apprentissage, favoriser le transfert et enfin développer la capacité réflexive de l'apprenant lui-même. Alors, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des grilles prescriptives, ce sont des grilles qui accompagnent une pratique réflexive. Et donc, quand les formateurs ou les enseignants en fonction sont amenés à utiliser des grilles comme celle-là, l'idée, c'est qu'ils repèrent dans leur dispositif ce qui peut être considéré comme étant des points d'appui, donc des choses qui, d'après la littérature, permettent vraiment de développer des apprentissages et ce qui leur reste finalement à travailler, à remettre en question, à faire progresser. Autre grille dont je vous ai parlé, sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais c'est un outil fort intéressant aussi, c'est le modèle de l'évolution professionnelle des enseignants d'un monsieur qui s'appelle Weller, qui a lui-même fait un condensé de la littérature qui porte sur l'évolution professionnelle ici des enseignants, mais je crois qu'on peut faire assez facilement le lien avec l'évolution professionnelle des formateurs, au sens très large. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, moi, en formation, et qui permet parfois de rassurer aussi les formateurs en début de carrière. Quand on commence à animer une formation, d'après Weller et ses condisciples, on est essentiellement dans une période d'anxiété, anxiété qui disparaîtra progressivement pour arriver au stade de la maturité. Alors, de manière très
synthétique. On peut dire que l'anxiété, elle porte d'abord sur soi. Est-ce qu'on sera capable de? Alors ça, c'est valable lorsqu'on entame une formation, mais c'est valable pour moi aujourd'hui, ici, qui vous parle, dans une position qui m'est assez inhabituelle. Voilà, je pense que c'est, au travers des stades d'évolution, c'est quelque chose finalement d'assez naturel chez chacun d'entre nous lorsqu'on est confronté à quelque chose qui n'est pas habituel, qui ne fait pas partie de nos expériences. Donc l'anxiété, c'est comment survivre. Est-ce que je serai à la hauteur? Voilà. Le renouveau, on commence à se poser les questions de savoir si l'enseignement qu'on dispense, la formation qu'on dispense est à la hauteur. Et puis, le stade de la maturité est ici décrit comme un moment où le formateur, l'enseignant, est capable alors de s'intéresser vraiment à son auditoire ou à ses apprenants étudiants. Voilà donc des outils, je pense qu'il était important que je vous dise à la fois pourquoi je pense qu'il est important de le faire et vous montrer qu'il existe, donc de réfléchir sur son action et de vous montrer très brièvement qu'il existe évidemment des outils pour le faire. Deuxième axe de mon intervention, avant ça, je vais prendre un petit peu d'eau. Alors, le deuxième axe de mon intervention, elle va porter sur les pratiques de formation. Donc, il est nécessaire, on le sait aujourd'hui, je viens de tenter de vous le démontrer, de réfléchir sur son action en tant que formateur. Il est nécessaire aussi de s'interroger sur les pratiques de formation. Je reprends de nouveau un extrait d'une des assertions. Les formateurs ont tendance à mettre prioritairement l'accent sur un contenu ou une technique à maîtriser par les formés. Là, on peut se demander aussi légitimement pourquoi. Alors, à cette question, j'ai évidemment une réponse, mais je peux considérer qu'il en existe bien d'autres. Pour moi, ça peut venir d'une méconnaissance ou d'une connaissance insuffisante des leviers qui permettent l'apprentissage. Alors vous allez me dire, ouais, mais qui serait-il, lui, pour nous dire quels sont les bons leviers? Alors moi, je n'ai pas à vous dire quels sont les bons leviers, je peux simplement me faire quelque part le relais d'un certain nombre d'ouvrages qui sont issus de la recherche, mais un ouvrage que j'ai déjà eu l'occasion de citer, qui est de M. Hattie, qui s'appelle « L'apprentissage visible pour les enseignants », qui est fort intéressant dans la mesure où c'est un ouvrage qui est construit sur des méta-analyses. Ça veut dire que l'auteur, M. Hattie, a repris un certain nombre de pratiques, il a questionné dans tous les pays de l'OCDE, il a questionné les pratiques enseignantes et il a pu déterminer avec ses collaborateurs que certaines pratiques étaient probablement plus pertinentes ou plus porteuses que d'autres. Dans tous ces ouvrages, je pense qu'on dit bien la même chose, il n'existe pas, je pense que vous en êtes bien conscient aussi, mais toujours utile de le rappeler, qu'il n'existe pas de recette spécifique. Vous savez, moi, quand je reçois les étudiants en début de formation, que ce soit dans le cadre du CAP ou du KPS, les étudiants au début de formation, ils viennent chercher une recette. Ils se disent, bon, ben, j'espère que ça va passer vite. Je viens de m'abonner au réseau 4G, comme ça je me mets dans le fond de l'auditoire et puis j'attends qu'on me présente en fait cette fameuse recette, auquel cas ben, je me réveillerai, mon attention sera attirée sur les propos du formateur et puis je me dirai ben, pourquoi me demande-t-on encore de rester? Je sais maintenant ce qu'il faut faire. Et puis quelque part, toute la durée de notre formation, ça consiste en grosse partie à détricoter tout ça. À détricoter tout ça en disant de nouveau, comme je le disais pour la réflexivité, il existe, issu de la littérature et des méta-analyses, un certain nombre de choses qui nous donnent un certain nombre d'indices sur ce qui est fonctionnel, ce qui est porteur, ce qui est efficace. Et donc c'est de ça que je vais vous entretenir maintenant. Je vous entretiendrai donc non pas de trucs et astuces, je vous l'ai dit, mais de leviers. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui être considéré comme étant des leviers pour un apprentissage efficace? La première chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est ce qu'on appelle l'alignement constructif en pédagogie et en formation. Alors, l'alignement constructif est parfois présenté comme une conception à rebours, c'est-à-dire que les gens qui ont travaillé sur l'alignement constructif, et essentiellement un monsieur qui s'appelle M. Biggs, nous dit que avant d'entamer une formation, il faut d'abord être au clair avec les objectifs que l'on poursuit en termes d'apprentissage. Alors ça paraît parfois anodin, mais je suis bien placé pour savoir que parmi les gens que je rencontre en formation, certains sont plus préoccupés du contenu de leur dispositif que
de la cible de la formation ou de l'apprentissage. Et donc, on met quelque part toute l'énergie disponible à préparer un dispositif sur un certain nombre de thèmes sans savoir finalement là où on veut précisément arriver. Donc, le principe même de l'alignement constructif, c'est quoi? C'est de se dire qu'il est important d'être au clair avec les acquis d'apprentissage ou les objectifs de la formation qu'on cherche à mettre en œuvre, qu'il est important de savoir comment on va pouvoir évaluer l'atteinte de ces acquis, et qu'enfin, il est intéressant d'alimenter le dispositif de formation en lien justement avec les objectifs de départ et la manière dont on pourra s'assurer qu'ils sont atteints. Donc, le principe même de l'alignement constructif peut être résumé de cette manière-là. Toute formation se doit d'avoir des objectifs précis, exprimés principalement en termes de connaissances, compétences et d'attitudes des apprenants. L'évaluation des acquis doit permettre de déterminer dans quelle mesure chacun des objectifs visés est atteint. Et enfin, toute activité de formation et d'apprentissage doit amener les apprenants à se rapprocher des objectifs visés, présentés ici de manière chronologique selon l'alignement constructif de M. Bix. Alors ça, c'est un petit peu plus humoristique. Je vous laisse quelques petites secondes pour prendre connaissance de ce slide, qui traite bien de l'alignement constructif, mais d'un mauvais alignement constructif. Donc l'objectif d'apprentissage, l'étudiant sera capable de sauter en parachute, l'activité pédagogique, lecture sur le parachutisme, et enfin la stratégie d'évaluation, sauter en parachute. Et l'auteur de l'infographie nous dit « Préservons la vie de nos étudiants, vérifions notre alignement pédagogique ». Alors, je vous présente ce slide humoristique pour la raison suivante, c'est que une des raisons d'un non-alignement constructif, c'est précisément le non-respect des niveaux taxonomiques. Quand je reviens sur le slide que je vous ai présenté là, l'objectif d'apprentissage, être capable de sauter en parachute, c'est un objectif cognitif de haut niveau. Il faut connaître un certain nombre de choses pour ne pas se planter comme ça se passe ici. La stratégie d'évaluation sauter en parachute demande aussi des capacités cognitives de haut niveau, tandis que le dispositif de formation ici mené, même si c'est humoristique, lui, il traite d'objectifs ou de capacités cognitives de bas niveau. Écouter quelqu'un ou restituer, on peut considérer que c'est un objectif cognitif de bas niveau. D'où l'intérêt, évidemment, de respecter les niveaux cognitifs pour aligner son dispositif. Je ne suis pas ici et je ne confonds pas dans une formation pédagogique, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais vous dire qu'il existe là aussi un certain nombre d'outils qui permettent de calibrer l'alignement constructif d'un dispositif en tenant compte des différents niveaux cognitifs. On a ici, je fais référence ici à la taxonomie de Bloom et Cratchwell. Voilà, là c'est un autre exemple. Autre nécessité, me semble-t-il, dans une activité de formation ou dans une activité enseignante, donner la place qu'elle mérite à l'activité cognitive de sujet apprenant. L'apprentissage, nous dit Tyler en 49, l'apprentissage est le résultat d'un comportement actif de l'étudiant. Il apprendra ce qu'il fait, non pas ce que fait le professeur. C'est quelque chose qui me paraît primordial. Alors, aussi, Jacotot, voilà. Donner du sens, c'est aussi un des ingrédients, me semble-t-il, essentiels d'un dispositif de formation, et donc ancrer les apprentissages à la fois en contexte et à la fois hors contexte. Là, je fais référence à l'enseignement stratégique de Tardif, qui parle de contextualisation. Lorsqu'on immerge l'apprenant dans une formation, lui faire bien comprendre en référence à un contexte d'utilisation ultérieure de ce qu'il va apprendre, de l'intérêt de se plonger précisément dans l'apprentissage. L'importance aussi des interactions. Alors les interactions en formation, elles peuvent être utilisées de manière assez différente. On peut susciter les interactions dans le but de faire coopérer les apprenants, les former, de manière à ce qu'ils produisent ensemble un certain nombre de choses. On peut aussi utiliser les interactions pour placer les apprenants dans une situation de conflit socio-cognitif, dans une situation de conflit de centration où chacun, donnant son avis, va se rendre compte que les avis divergent, ce qui va créer évidemment le questionnement propice pour la suite de la formation.
L'appui sur les connaissances antérieures est aussi un des ingrédients majeurs d'une formation efficace selon moi. Là, je reprends de nouveau un extrait d'une des assertions que je vous ai présentées en début d'exposé. Les formateurs prennent peu en compte les préacquis et les caractéristiques individuelles des formés. Alors, je reprends ici une citation de Bourgeois et Nizet dans leur ouvrage qui s'appelle « Apprentissage et formation des adultes », auquel il aurait fallu un S, je vous prie de m'en excuser. Former consiste essentiellement en un travail de réorganisation des connaissances préalables. Alors là aussi, s'appuyer sur les connaissances antérieures, c'est perçu comme particulièrement important, notamment par Bourgeois et Nizet que je viens de citer. Bourgeois et Nizet présente 3 postures ou 3 positions de formateurs, pas essentielles, mais qu'on voit ou qu'on peut percevoir le plus souvent. Alors la première position, c'est celle qui privilégie coûte que coûte la transmission des savoirs enseignés. On est donc là dans une formation exclusivement transmissive dans laquelle on fait le pari du transfert. Donc on suppose que parce que l'apprenant aura entendu un certain nombre de choses, il sera capable par la suite de l'utiliser au moment où ce sera opportun pour lui. La deuxième posture mise en avant par Bourgeois et Nizet, c'est celle qui tend à valoriser a priori les savoirs préalables de l'apprenant. Donc ça veut dire qu'on ne va pas du tout pousser l'apprenant à modifier sa structure cognitive, comme on dit en pédagogie, donc modifier les connaissances avec lesquelles il est venu en formation. Le risque, c'est évidemment de tomber dans ce que certains auteurs appellent la dérive relationnelle, où tout est mis sur la qualité de la relation aux dépens même de l'apprentissage. Et enfin, la troisième posture du formateur, qui, vous l'aurez compris, à mes faveurs, c'est celle qui consiste à créer de manière délibérée et systématique les conditions susceptibles de favoriser des changements cognitifs en l'occurrence, et donc en s'appuyant sur les connaissances antérieures des formés. Alors, deux manières de s'appuyer sur les acquis antérieurs, soit pour les faire évoluer, les acquis sont bel et bien là. Il est intéressant d'aller un peu plus loin, de pousser l'apprenant à aller un peu plus loin dans ses apprentissages, ou alors, et là je fais référence au concept dont je parlais tout à l'heure de conflit socio-cognitif, ou alors de placer l'étudiant face à une situation qu'il ne pourra résoudre au moyen de ses connaissances actuelles, dans le but précisément d'amener ce changement nécessaire à l'acquisition d'un certain nombre d'aptitudes ou de connaissances. Alors, Carré-Terré nous dit ceci: un sujet ne modifie pas spontanément ni volontiers son organisation mentale. Pour qu'il le fasse, il faut qu'il perçoive que celle-ci est inadéquate, c'est-à-dire qu'il ressente une difficulté dans son usage. C'est exactement ce qui est mis en œuvre ici, lorsqu'on place les apprenants face à des situations qu'ils ne pourraient pas résoudre, qui leur résistent, dans le but précisément qu'ils puissent modifier leur représentation-conception. Chose indispensable aussi, me semble-t-il, dans une formation, la préparation au transfert. Le transfert, ça consiste assez logiquement à doter l'apprenant des ressources nécessaires pour qu'il puisse les mettre en œuvre lorsqu'il sera de retour dans un contexte où il devra les utiliser. Alors, ici, dans le slide que je vous présente, on distingue la situation didactique, c'est la situation de formation habituelle. La situation didactique, c'est déjà une situation dans laquelle on demande ou on propose à l'apprenant ou au formé d'utiliser ce qu'il aura appris en formation. Et enfin, la situation non didactique, c'est celle qui échappe complètement à la formation. Et à ce propos, je vous propose la définition de l'apprentissage réussi de Jonart et Van der Borck, qui nous disent ceci: on peut dire qu'un apprentissage est réussi lorsque l'apprenant utilise spontanément ses nouvelles connaissances dans des situations non didactiques. Ça laisse rêveur une définition de l'apprentissage réussi comme celle-là, parce que si on veut vraiment aller au bout de cette réflexion, on pourrait se dire qu'en formation, on n'a pas la possibilité de délivrer un diplôme ou un certificat. En effet, Jonart et Van der Borck nous disent l'apprentissage peut être considéré comme réussi, donc sanctionné, lorsque l'apprenant utilise spontanément ses nouvelles connaissances dans des situations non didactiques, donc des situations qui échappent
complètement au regard du formateur, puisque l'apprenant est cette fois dans une situation de travail. C'est quelque chose avec lequel je m'amuse énormément, moi, dans mes formations, puisque très vite, je dis à mes étudiants, eh bien, moi, je ne vais pas vous évaluer maintenant, parce que je ne saurais véritablement que la formation a été porteuse que si je vais vous voir plus tard dans votre milieu de travail et que je vois que vous utilisez spontanément vos nouvelles connaissances. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas possible dans un processus de formation et qui interpelle alors davantage sur la manière dont on peut évaluer une formation. Ça remet, à mon sens, l'évaluation complètement à sa place. Ça veut dire que ce que nous pouvons faire, me semble-t-il, en fin de formation, ce n'est jamais que inférer, donc parier sur la capacité qu'aura plus tard l'apprenant à utiliser les ressources acquises en formation dans le milieu pour lequel il est venu chercher cette formation. Ça fait évidemment référence, la définition de l'apprentissage réussi de John Hart, au principe même de la compétence que j'ai été recherché chez De Kettel. Je la trouve, moi, particulièrement parlante, cette définition. En effet, on peut dire qu'on est compétent lorsqu'on est capable de mobiliser des ressources en situation. Alors, je vous ai un peu parlé de l'évaluation. Je vais vous en parler ici aussi. Lorsque j'évoque un axe, me semble-t-il, aussi très important dans les formations, c'est l'importance d'accompagner l'apprenant dans le transfert. Je vous ai parlé tout à l'heure du pari du transfert. Le pari du transfert, c'est de penser que parce qu'on a proposé un certain nombre de choses à l'apprenant, il sera capable de les utiliser. Accompagner dans le transfert, c'est une autre attitude. C'est proposer à l'apprenant un certain nombre de situations didactiques ou adidactiques dans lesquelles l'apprenant va pouvoir s'entraîner à utiliser les ressources acquises en formation dans un certain nombre de situations. Et donc ça fait référence évidemment à l'évaluation formative. L'évaluation formative, nous dit la littérature, a plus d'impact sur l'apprentissage que tout autre facteur. Ce n'est pas pour rien que le pacte d'excellence, qui est en construction, qui est déjà bien avancé d'ailleurs, mais qui est progressivement mis en place, a donné une importance fondamentale à l'évaluation formative. Alors je vous rassure tout de suite, certains d'entre vous ne voient peut-être pas l'intérêt d'évaluer en formation, et pourquoi pas, je pense que... Mais l'évaluation formative doit être prise au sens le plus large. On fait de l'évaluation formative, comme j'ai coutume de le dire en formation, dès lors qu'on propose à quelqu'un de faire face à une situation et qu'on lui donne une rétroaction sur la manière dont il a été capable de gérer la situation proposée en regard des ressources qu'on lui a présentées. Donc ce qui est important effectivement dans le concept d'évaluation formative, c'est cette rétroaction. Coutume de dire que l'évaluation formative elle a deux objectifs. Le premier, c'est de permettre à l'enseignant de donner une rétroaction à l'apprenant, mais c'est aussi de revenir sur les incompréhensions. L'évaluation formative, et il faut l'apercevoir, je pense, de cette manière-là. Alors, quelque chose que j'ai trouvé il y a quelques mois et que j'ai envie de partager avec vous, c'est le modèle d'évaluation de la formation de Kirkpatrick. En fait, j'ai été très interpellé par ça. Je vous l'ai dit en début de présentation, j'ai travaillé donc comme formateur d'adultes dans le secteur bancaire. Et quand j'ai arrêté de dispenser des formations dans le secteur, je me souviens que la question qui était posée par le responsable des formations, c'était de dire, oui, mais quelle assurance a-t-on que les formations qu'on dispense servent bien aux formés dans la vie professionnelle, puisqu'en l'occurrence, je formais des gens qui étaient engagés dans le secteur bancaire, mais à qui on avait demandé de parfaire, je dirais, un certain nombre de connaissances, compétences. Et donc, il y avait une double question. C'était la question du transfert. Donc, dans quelle mesure les apprenants sont-ils capables de mettre en œuvre ce qu'on a permis en formation, ce que l'institution ou l'organisation a voulu mettre en œuvre pour améliorer le rendement ou le bien-être, parfois ça dépend du type de formation. Et puis deuxième chose, c'est le résultat que peut en retirer l'organisation ou l'entreprise. Je pense que c'est des questions qui ne sont pas anodines. La question du transfert et des résultats, elle peut d'ailleurs être facilement
confondus. Alors, je n'avais pas envie de terminer mon intervention sans faire un rapide détour par les neurosciences. Je vous ai parlé de la littérature pédagogique, je vous ai parlé de méta-analyse. Pour le moment, en France notamment, les neurosciences ont le vent en poupe. Alors, à tort ou à raison, on ne va pas en discuter ici. En tout cas, je ne vais pas en discuter, moi, durant mon temps de parole. Mais revenir sur ce qui est présenté par un monsieur bien connu en France, qu'on lui a donné beaucoup de responsabilités dans l'enseignement, c'est Stanislas Dehaene qui nous dit que les 4 piliers de l'apprentissage pour les neurosciences sont l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Alors, je ne vais pas revenir sur chacun des piliers, mais simplement vous dire que tout ça, je l'ai envisagé dans ma présentation juste avant. L'attention, c'est aussi le sens. On s'engage en formation que quand elle a du sens pour nous. Et elle sera d'autant plus porteuse, parce que parfois on est contraint de s'engager en formation, mais quand elle n'a pas de sens, que le formateur crée le sens en formation. Et on n'apprend pas lorsqu'on n'est pas attentif. Et on est attentif lorsqu'on trouve du sens à ce qu'on fait. L'engagement actif, je vous en ai déjà parlé, on apprend tout seul. On ne peut pas apprendre à la place de quelqu'un d'autre. Monsieur Timmermans me faisait tout à l'heure la remarque que ça correspondait aux idées de Jacques Otto. Le retour d'information, c'est ce que j'ai présenté comme étant le feedback nécessaire dans un processus de formation. Il est important d'alimenter l'apprenant ou le formé en feedback. Et la consolidation, c'est la préparation au transfert. Proposer un certain nombre de répétitions, de situations dans lesquelles l'apprenant va être progressivement habitué à utiliser des ressources. Encore un petit détour par les neurosciences, parce qu'elles nous apportent un certain nombre d'éléments qui sont de nature à modifier même un certain nombre de représentations qu'on peut avoir par rapport aux formations. Un, c'est que le cerveau est plastique. On a longtemps cru, en tout cas moi-même, j'ai longtemps cru qu'il y avait une progression qui n'allait pas dans le bon sens, quelque part, qu'on perdait des capacités cognitives. Les neuroscientifiques remettent ça largement en question et nous disent qu'on peut apprendre à tout moment, pour autant évidemment qu'on reste actif et acteur. Le cerveau n'est pas multitâche, très important aussi en formation, submerger les formés ou les apprenants d'un certain nombre de choses à faire différentes n'est pas pour les neuroscientifiques quelque chose de conseillé ni d'efficace. Et enfin, savoir que le cerveau efface. On parlait tout à l'heure de la consolidation. Ce qui n'est pas mobilisé ne nous sert plus à rien et on a tendance à ne plus s'en servir, à ne plus le réactiver. Et donc, c'est assez naturellement quelque chose qui va faire place à d'autres choses qui ont plus de sens pour nous. Voilà, je pense que j'arrive au bout de mon intervention. Alors pour conclure, et toujours en lien avec les assertions que je vous ai présentées au début, je voudrais vous présenter donc mon point de vue. Il est important, selon moi, de miser sur le développement professionnel des formateurs si l'on veut optimiser l'apprentissage des apprenants. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer au travers des axes ou des piliers ou des leviers, puisque j'ai utilisé plusieurs synonymes tout au long de mon intervention. Voilà. Je vous remercie de votre attention et attends vos questions. À votre avis, à quel moment doit venir justement ce développement de compétences, ce développement de posture réflexive dans ce cheminement? Le formateur débutant est-il capable déjà d'avoir cette posture réflexive? Faut-il attendre un certain degré d'expérience pour pouvoir l'acquérir? Question très intéressante. Moi, j'aurais tendance à dire que, comme je vous l'ai montré là tout à l'heure en utilisant la route d'Hemming, sur laquelle je vais revenir, il n'est jamais trop tôt, finalement, pour amener cette sensibilisation à la posture réflexive. Je ne sais plus où c'était, mais enfin, je pense que vous avez... C'était avant. Moi, je pense qu'on fonctionne de cette manière-là. On planifie, on agit, on vérifie, on réagit. Et je pense que ça, c'est valable dès le début de la carrière. Simplement, on va probablement être moins outillé en début de carrière qu'on ne le sera, parce que l'expérience, je vous avais présenté comme la nécessité pour être réflexif d'être non seulement accompagné d'outils, mais de s'entraîner. Et je pense que l'entraînement, il vient avec l'expérience tout au long de la carrière. Ce qui est important aussi dans ce que je vous présentais et auquel vous faites référence là,
qui est en fait la grille, la synthèse d'un certain nombre de travaux qui a été faits par Weller, c'est que, et je vous le disais de manière très honnête, je pense, tout à l'heure, en disant, quand on est placé dans une situation qui n'est pas coutumière, l'anxiété, elle est toujours quelque part présente. Quand je pense à ce modèle-là, je pense que on ne peut pas le concevoir uniquement comme un modèle de développement sur l'ensemble de la carrière. Alors, je prends un exemple. Lorsque vous êtes amené à animer une formation, je pense que vous avez l'occasion de suivre un peu cet itinéraire. Donc d'abord, de concevoir une certaine anxiété, puis de vous détacher progressivement pour être plus attentif au ressenti, à l'apprentissage de vos apprenants. Mais lorsque on va vous confier une autre formation, il est très probable que vous recommenciez un peu à zéro. Et que vous soyez de nouveau amené à ressentir beaucoup d'anxiété par rapport à quelque chose qui vous est de nouveau très inconnu. Donc c'est cette focalisation alors qui se fait alors essentiellement sur les contenus davantage que sur les dispositifs ou le processus d'apprentissage. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Bon, d'abord, merci pour l'intervention dense et qui allie réflexion de fond et outils. Je trouve que c'était vraiment fort intéressant. Je voudrais, moi, apporter 2 petits compléments au schéma que vous avez donné, notamment celui qui est sous nos yeux, et qui va mener à la question que je vais vous poser. Donc, moi, je me suis inspirée dans ma pratique, non pas de Wheeler, mais de Fuller, qui ajoute un 4e niveau, qui est le niveau de l'impact. C'est-à-dire, je me rends compte en tant que formateur de ce qui se passe en dehors, de ce qui va se passer après. Je trouve particulièrement intéressant, et c'est vrai qu'on n'y arrive pas en début de carrière. Et donc ça joint ce que vous avez dit sur le transfert, aussi. Mon 2e ajout concerne, dans la même vague, le schéma de Kirkpatrick, sur les niveaux d'évaluation. En général, on en ajoute un 5e qui est le ROI, Return on Investment, et qui est la préoccupation de l'entreprise, de l'institution, de se dire, est-ce que ce que m'a coûté la formation, en coût du formateur, de location de salle, mais d'enseignants, d'agents non productifs, est-ce que finalement je vais regagner ça avec une meilleure efficacité? Tout à fait. Et donc, effectivement, ces 2 éléments-là, parce que je pense qu'on a ici dans la salle beaucoup de formateurs dans des institutions, me font poser la question de est-ce que ça ne pèse pas trop, ce que vous dites, sur le dos du formateur? Et quelle est finalement la responsabilité de l'organisation, et notamment sur la place du formateur comme, je dirais, partenaire dans l'atteinte des résultats de l'entreprise. Donc, quel est un peu l'aspect organisationnel que peut-être vous ne rencontrez pas dans le cadre du CAP ou du CAPES, mais que vous avez sûrement rencontré dans votre expérience précédente? Oui, tout à fait. Vous avez raison de distinguer les deux. Dans le cadre du CAP et du CAPAS, on dispose de dossiers pédagogiques qui alimentent évidemment pas mal la pratique qu'on va mettre en œuvre. Moi, je crois que dans le cas contraire, et ça m'arrive avec certains étudiants du CAPAS notamment, en haute école, on n'a pas toujours de référents. On n'a pas encore toujours de référents. Et en fait, moi, je vois que ça fait un peu le lien avec les formateurs dont vous parlez. Je crois qu'ils sont très démunis par rapport à ça. Et la première chose qu'on essaye de mettre en œuvre alors en formation, c'est essayer alors vous-même d'élaborer des acquis d'apprentissage. J'en ai parlé au niveau de l'alignement constructif. Je pense que l'alignement constructif peut être quelque chose de très important lorsqu'on est face à une formation qui manque de balises. Se dire d'abord, oui, mais qu'est-ce que je vais chercher à faire ? Alors, quand, évidemment, on a la chance de travailler en partenariat avec l'organisme mandant, on peut imaginer que ça deviendra tôt ou tard un cahier de charges qui sera symboliquement plus ancré dans la pratique. Mais à défaut, je trouve que pour le formateur, d'abord, de réfléchir sur les principes de l'alignement constructif. Qu'est-ce que je veux faire ? Comment je saurai
que j'ai atteint ces objectifs avant même de penser au dispositif de formation peut être d'un très grand secours. Vraiment l'intégration de la formation dans l'ensemble, je dirais, de la vie et des objectifs de l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que par rapport au schéma de Kirkpatrick, les 4 niveaux ne sont pas de la responsabilité de la formation. Tout à fait. À partir du niveau du transfert, si je fais une formation en informatique, mais que sur le poste de travail, il n'y a pas d'ordinateur assez, ça c'est quelque chose qui m'échappe. Donc je trouve important aussi au niveau des niveaux d'évaluation de c'est quoi ma responsabilité en tant que formateur et jusqu'où est-ce que je peux aller. Tout à fait. Et jusqu'où est-ce que le relais doit être pris, notamment par l'organisation. Tout à fait. Encore merci. Mais quand vous avez, pour prolonger un peu, quand vous avez l'occasion de réfléchir sur vos objectifs d'apprentissage et quelque part de les faire valider par l'organisme mandataire, c'est parfois fort intéressant aussi. Ça dégage une partie de la responsabilité qui est la nôtre. L'importance de s'inscrire, non pas d'être tout seul dans son local à côté, mais de s'inscrire dans un ensemble. Tout à fait. Ok, merci. Merci Raoul en tout cas pour cet exposé clair comme d'habitude. Simplement, Christiane a déjà un peu anticipé sur ma question, qui est une question plus organisationnelle, institutionnelle, qui est la question du rapport à l'espace-temps. Parce que, effectivement, on dit de la formation, comme enseignement, ça prend du temps à durer par rapport à tout ce que tu as expliqué. Or, il y a quand même aujourd'hui une limitation qui est donnée par rapport au temps disponible. C'est très clair quand on voit par exemple les appels d'offres. Et également, c'est heureux qu'une série de formatrices et formateurs soient ici aujourd'hui. Et quel est le temps qui est donné pour que des équipes puissent échanger sur leurs pratiques, puissent réfléchir. Et donc, toute la question aussi du rapport à l'espace, l'espace même de formation, mais aussi comment est-ce qu'en dehors de l'espace qui est dévolu à la formation et à l'enseignement, il y a du temps qui est donné dans l'institution, dans l'entreprise, l'organisation, pour que les personnes puissent entre elles aussi échanger sur leurs pratiques et effectivement confronter leurs questions. Et donc, être à la fois dans leur situation de personnes qui continuent à se former et qui sont en même temps dans une mission de formation d'autres. Oui, tout à fait. Mais je crois, Joseph, que la question que tu poses, c'est celle qui est de nouveau au centre, en tout cas une des questions qui est au centre du pacte d'excellence. Le pacte d'excellence, j'en parle, hein, c'est la deuxième fois, c'est pas que je le défends, que je le défends pas, hein, je prends simplement des éléments qui s'y trouvent, que je trouve par ailleurs intéressants sur le plan pédagogique. Le pacte d'excellence prévoit d'arriver à institutionnaliser des rencontres entre les partenaires formateurs, enfin enseignants ici en l'occurrence, d'une même équipe. Je crois que c'est une première. Je pense pouvoir dire qu'on n'a pas l'habitude de ça, que ça ne fait pas partie, contrairement à ce qui se fait depuis fort longtemps dans d'autres pays. Encore une fois, je connais mieux maintenant le système de l'enseignement que celui de la formation, mais je peux dire que dans l'enseignement, dans un certain nombre d'autres pays, on a prévu et on a institutionnalisé depuis fort longtemps l'échange entre les formateurs enseignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a même été jusqu'à bousculer l'espace-temps. Ici, formateur et en tout cas un enseignant, il est à l'horaire à certains moments, il n'y est pas à d'autres. Alors quand il est à l'horaire, il est sur le lieu de la formation, quand il n'y est pas, il est parfois ailleurs, ok. Et en tout bien, tout honneur, il est important qu'il puisse aussi prendre du temps pour lui. Dans un certain nombre d'autres pays, en matière d'enseignement, ils ont fait en sorte que les enseignants soient présents du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, quels que soient leurs horaires de cours. Ça veut dire que les enseignants sont tour à tour en classe et tour à tour hors classe, mais toujours dans l'établissement, ce qui leur laisse alors la possibilité de se rencontrer, d'échanger, de réfléchir ensemble, d'accompagner, enfin on peut dire tout ce qu'il est possible de faire durant ce temps-là, mais il y a une condition évidemment pour moi indispensable, c'est que ça soit évidemment cadré. Ça veut dire qu'il faut toujours une impulsion. Il ne suffit pas de mettre les gens en présence pour qu'ils commencent à réfléchir ou échanger sur le dispositif de formation. Il faut évidemment une animation du dispositif de réflexion en tant que tel. Mais moi, je crois que ça ne fait pas partie, me semble-t-il, de notre culture enseignante, en tout cas jusqu'à présent.
Mais on voit quand même, je faisais référence à la littérature tout à l'heure, on voit l'importance de cette collaboration et on voit aussi on tente de la mettre en œuvre progressivement. Donc j'imagine que ça va probablement influencer aussi notre culture de la collaboration. D'autres membres, d'autres questions du comité de pilotage, sachant qu'ils y reviendront s'ils le souhaitent après? Oui, alors ma question est la suivante. Lorsque je rencontre des formateurs, moi je fais un peu l'hypothèse que dans leur ancienne vie, donc, quand ils étaient, je dirais, des experts métiers, ils avaient cette pratique réflexive. Ils étaient un peu des praticiens réflexifs. Et donc, j'ai un peu le sentiment que lorsqu'ils endossent la posture du formateur, cette pratique réflexive qu'ils avaient dans leur vie antérieure, tend à disparaître. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ma question est un peu la suivante. Qu'est-ce qui se serait passé entre ce moment où ils sont experts métiers et entre ce moment où ils deviennent formateurs? Oui. Je ne sais pas, moi je vous poserai une autre question. Est-ce que vous pensez que la capacité réflexive peut être transposée d'un secteur à un autre? Personnellement, moi je ne le pense pas. Je pense que pour pouvoir réfléchir sur son action, il faut être outillé. Et que les outils vont être fondamentalement différents selon que vous réfléchissez sur votre action en tant que technicien, par exemple, ou sur votre action en tant qu'enseignant. Et là, je fais de nouveau référence au levier dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense qu'il faut être au clair avec un certain nombre de leviers pour pouvoir réfléchir sur l'adéquation de ces leviers dans le type de formation qu'on met en œuvre. Tu n'es pas convaincu, Franklin? Non, oui, c'est clair. D'autres questions? La question bateau, dont vous terminez effectivement par dire qu'il faut investir dans il est important d'optimiser, de miser sur la formation. Vous voyez ça comment? On a beaucoup discuté dans la journée de février de l'installation d'un référentiel ou pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Est-ce que vous mettez ça sur les responsabilités de forme en disant, voilà. Ah non, mais moi je suis ouvert à toute collaboration, mais je pense que travailler avec des référentiels, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un fameux facteur de liberté. Parce que le référentiel, évidemment, ça dépend de la manière dont il peut être conçu, mais je pense que évoluer à l'intérieur d'un cadre, encore faut-il que ce cadre ne soit pas trop restreint, ça permet évidemment beaucoup de liberté pour le formateur, tout en le rassurant. Je pense que c'est un petit peu ça dont vous parliez tout à l'heure. Je pense que travailler sans balise, moi je vois des enseignants haute école qui viennent et qui disent « mais moi, on m'a donné un intitulé de cours et puis on m'a dit vas-y ». Je pense que travailler sans cadre, je vois à quel point ça les fait... ça les effraie. Hein. Donc oui, moi je suis évidemment totalement convaincu que le cadre même doit être formalisé. Moi j'ai également une petite question, puisque nous sommes dans les délais, donc vous avez la parole tout de suite, mais je prends ma posture comité de pilotage. Vous évoquiez l'intérêt ou la pertinence de la mesure de l'apprentissage en dehors des situations liées à des situations didactiques. Ça me séduit comme approche, mais est-ce que ça ne renvoie pas le formateur à autre chose que l'expertise technique qu'on lui confie généralement? Ça veut dire que pour faire ça, il faut quand même être un peu engagé dans un monde réel. Alors oui. C'est sans doute plus facile pour des formateurs d'adultes que des enseignants, l'école étant organisée intramuros, mais ça présuppose que les gens soient aussi des acteurs, voire plus simplement des citoyens. Oui, faisiez référence à ceci, je pense. Hein. Oui. Situation didactique, situation adidactique. Donc, comme je vous l'ai dit, la situation didactique sont des situations sur lesquelles le formateur a un contrôle. Alors, la situation adidactique, vous l'avez perçue comme essentiellement une situation hors des murs. Ça peut être une formation dans les murs. Ça fait référence à ce que j'ai présenté aussi très brièvement tout à l'heure, c'est l'importance d'ancrer les formations sur des situations. Moi, je pense que dès lors qu'à l'intérieur même d'une formation, on utilise des situations contextualisées, on fait déjà, voyez ça, en
dans le processus même de formation. Mais ce que je constate, moi, c'est que même ça, c'est parfois très lacunaire, ou en tout cas, c'est souvent oublié. Mais j'avais référence à un autre slide qui montrait qu'on ne vérifiait que mieux les situations d'acquisition des apprentissages que dans des situations qui sont extérieures. Ah oui, oui, c'est la définition de John Voilà, Hart. Hein. c'est Oui, la suite. oui, oui. Disons que ça complète un peu le schéma. Ce que John Hart et Van der Borck expriment ici, c'est le fait qu'on ne peut être certain de la pertinence même de la formation que en situation réelle d'exercice de la fonction ou de la profession. C'est évidemment plus un moment où on a une sorte de contrôle. Et je pense que c'est parfois même demandé par les formés eux-mêmes, c'est-à-dire un suivi sur le lieu du travail, peut-être pas sur le lieu du travail, mais un accompagnement parallèle à la mise en œuvre de nouvelles compétences au travail. Je crois que les apprenants, on en parlait tout à l'heure, hein, sont parfois demandeurs d'un suivi ou d'un accompagnement. C'est assez nouveau pour nous, mais au niveau de la formation que nous organisons au niveau du CAP, les étudiants viennent très régulièrement nous demander, alors qu'ils sont eux-mêmes devenus des enseignants, donc ils enseignent, ils professent, viennent nous demander, oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas quelque part obtenir un accompagnement qui serait une certaine forme de refresh de ce qui a été mis en œuvre. Et moi, je crois que fondamentalement, c'est quelque chose de très important. Je pense même qu'il est parfois très intéressant de diminuer parfois le volume de formation, mais de proposer un accompagnement plutôt que de ne pas proposer d'accompagnement une fois la formation terminée. Oui, bonjour. Je souhaitais avoir votre vision par rapport au rôle de l'apprenant dans la phase d'évaluation. Vous avez parlé beaucoup d'évaluation formative, mais vous avez beaucoup parlé du rôle du formateur, et c'est logique puisqu'on se penche sur le rôle du formateur. Mais dans cette phase d'évaluation, quel est le rôle de l'apprenant? Comment vous voyez ça? J'aurais pu aussi vous parler de l'auto-évaluation, hein, qui me paraît au moins aussi importante que la phase d'évaluation formative et dans laquelle l'apprenant prend une part plus importante. C'est-à-dire que, et là de nouveau on est dans une partie réflexive, hein, mais au niveau de l'apprenant alors, hein, mais au travers de l'auto-évaluation, ce qu'on demande à l'apprenant, c'est quelque part de porter un regard sur lui-même. Et je pense que cette auto-évaluation, pour moi, hein, mais le temps a été compté et l'objectif n'était pas de vous exposer, si vous voulez, ou en tout cas d'aller trop loin dans les explications que je pouvais vous donner, mais dans l'évaluation formative, je pense qu'il faut aussi penser à l'auto-évaluation. Elle est indispensable, à mon sens. Dans un des slides, je parlais aussi de... c'est celui-là. Je vais finir par vous donner mal à la tête, hein, si c'est déjà fait. Développer la capacité réflexive, hein, acte numéro 7, je pense qu'elle est essentielle, et c'est là qu'on peut réellement rendre l'apprenant le plus autonome, puisque pour moi, il est clair qu'aujourd'hui, former ou enseigner à quelqu'un, c'est le rendre autonome. C'est le rendre autonome pour pouvoir utiliser ce qu'il aura appris en formation dans des contextes où ce sera important de les utiliser. Je pense que voir la formation autrement aujourd'hui, c'est aller dans le mur, parce que concevoir la formation comme un partage d'informations, au sens strict, c'est pas penser apprentissage. Je pense que, de nouveau, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, hein, mais ma conception est qu'il convient bien de rendre l'apprenant autonome et que pour ce faire, il faut lui donner toutes les occasions, évidemment, de l'être durant la formation. Je pensais à autre chose. Oui. Philippe Van Werch. Voilà, je voudrais avoir votre avis sur deux mots qui pour moi sont fondamentaux. Je donne de la formation au niveau des adultes en soft skills principalement, hein, leadership, communication, etc. Et ces deux mots pour moi sont humilité et envie. Oui. Où placez-vous l'humilité du formateur? Parce qu'on dit on est dans le transfert de compétences, on n'est pas vraiment dans l'humilité du formateur. On dit on va servir des compétences des gens dans la salle. Ça, c'est l'humilité du formateur. Oui. Je pense qu'il faut une grande connaissance au niveau du formateur, et puis à un moment donné, il faut qu'il lâche complètement et qu'il rentre dans une humilité complète pour pouvoir amener des petites graines d'envie chez le participant, et parfois même encore plus humblement que l'envie, simplement faire
fissurer sa résignation. Moi, je peux vous dire que je travaille de plus en plus sur cette fameuse résignation des gens qui nous disent on a tout essayé, c'est plus comme avant, depuis qu'on est racheté, depuis ceci, depuis enfin non, ça ne marche pas, etc. Ouais. Et si en fin de séance, en fin de journée, j'arrive à avoir une petite fissure dans la résignation, je peux déjà dire, ok, un de mes objectifs, mais qui n'est pas vraiment matériel, tactile, mais Tout à fait. peut être atteint. Il y a peut-être moyen de faire encore quelque chose. Et là, on travaille peut-être sur les risques psychosociaux, etc. Cette fameuse résignation terrible. Et donc, j'aime bien, moi, de faire exprimer en fin de formation, sur une échelle de 0 à 10, mon envie de tester. Quel est juste mon envie de tester un truc. Où se trouve tout ça dans vos schémas qui sont magnifiques, hein, qui sont extraordinaires, mais cette humilité, cette envie. Enfin voilà, j'ai envie Oui. d'avoir... Mais moi, je pense que l'humilité, elle est dans l'acte 1. Hein. C'est partir de l'apprenant. Agir sur ses connaissances antérieures. Si on va plus loin encore, c'est vraiment partir de lui. Et je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui décemment imaginer une formation qui ne tienne pas compte de la personnalité même de l'apprenant, mais au travers, me semble-t-il, essentiellement de ses connaissances antérieures. C'est ça. Le sens, je pense qu'il est important aussi. Et la sensibilisation, évidemment, le temps me manque pour vous briefer un peu sur les différentes techniques qui permettraient d'ouvrir du sens. Moi, ce que j'aimais bien, ce que j'avais à un moment pensé vous proposer, c'est une différence que certains auteurs faisaient entre la motivation et la mobilisation. On attend souvent en formation que l'apprenant soit motivé, et on essaye de le motiver. Et puis certains auteurs nous disent maintenant, ce qui est important, c'est pas non, certes c'est la motivation de l'apprenant, mais c'est surtout la capacité du formateur de mobiliser l'apprenant. Et donc moi, l'humilité, pour moi, du formateur, elle est là. C'est ne pas attendre de quelqu'un qui vient en formation, qui soit d'emblée motivé, parce que la présentation de la formation a été relativement bien ficelée. Mais l'humilité du formateur, c'est de se dire, il m'appartient maintenant que la formation est lancée, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour mobiliser. Cette responsabilité, elle m'incombe. Ce qui fait partie aussi de l'anxiété, me semble-t-il, assez naturelle d'un formateur en début de formation. Je reprends l'exemple de modèle d'évolution de la carrière de Well. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah non, je vous dis pas que le contenu n'est pas important, mais je dirais qu'il n'y a pas de contenu enfin, il n'y a pas de résultat intéressant de l'apprentissage si le formateur n'est pas arrivé à mobiliser l'apprenant. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, hein, comme le dit le dicton. Et l'humilité dont vous parliez, je crois que c'est surtout là qu'il faut la mettre. C'est de se dire quelque part, cette mobilisation-là, elle nous revient. Et que ce n'est pas une donnée qu'on doit attendre assez spontanément des gens qui nous font face. Oui. Oui, Stéphane. Ah non, pas Stéphane. Il n'a droit qu'une fois la parole. Je le savais. Non, moi, je voulais juste poser la question de la norme de temps. Joseph l'a posée tout à l'heure. Moi, je voudrais la poser en termes de temps comme espace de formation. Parce que quand on voit tout ce que tu nous as donné, ça demande chaque fois du temps. Et donc, est-ce que c'est possible de faire ça en 2 jours, en 5 jours, ou est-ce qu'il faut 2 ans? Non, moi je crois qu'on peut... En fait, ce que j'ai présenté là, ce sont des points d'attention. Alors, en fonction du type de formation qu'on organise, évidemment, et de nouveau des objectifs qu'on poursuit, d'où la nécessité d'être au clair avec les objectifs qu'on poursuit pour s'appuyer sur un certain nombre de leviers qu'on peut décemment mettre en œuvre dans le temps qui nous est imparti. Donc moi, je crois qu'il y a 2 choses essentielles. C'est le temps dont on dispose, certes, mais c'est les objectifs qu'on poursuit qui doivent déterminer les leviers sur lesquels on va principalement agir. Mais tous ces leviers-là ne sont pas à mettre en œuvre, évidemment. Il y a plusieurs manières. On pourrait se dire la capacité réflexive. Monsieur l'expliquait tout à l'heure, questionner les apprenants en fin d'une formation sur que pensez-vous qu'il va vous être possible de mettre en œuvre de ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est déjà introduire une capacité réflexive. Et cette intervention-là auprès des apprenants n'est pas très coûteuse en temps. Rendre l'apprenant acteur de sa formation, je crois que ça peut être transversal. Sur une formation d'une demi-journée, on peut aisément le faire, me semble-t-il. C'est plus un état d'esprit
qu'un certain nombre de repères indépassables. Question là-bas, oui, 2 questions. Robert Loeb du Forum. Je participe pour la première fois, donc à la première journée, je n'étais pas là. Bienvenue. À cette conférence de consensus. Et ce qui me frappe, outre votre intervention, que j'ai trouvé, je ne suis pas formateur moi-même, donc j'ai trouvé particulièrement stimulante et intéressante, je voudrais faire le lien avec le commentaire que Paul Timmermans a fait en introduction, où il disait nous avons fait dans le cadre de nos premières expériences de Jacques Otto une conférence de consensus, et nous avons été très intéressés de constater que le politique a, pour une fois, repris nos résultats. Et c'est une première réaction à chaud. En entendant ce que vous dites, je me dis comment est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on peut porter vers l'extérieur, vers le décideur, vers le financeur, de ce qui va être le résultat en septembre. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a à certains moments des zones de recouvrement. Vous parlez des résultats d'apprentissage. Bon, on entend beaucoup parler de learning outcomes, c'est-à-dire qui est une notion européenne. Et pour vous dire un peu une première réflexion en termes d'état de la discussion politique, au niveau du processus de la Sorbonne qui a été lancé par le président Macron, la première question qui se posait, c'est de dire, mais au fond, comment se fait-il que pour former un couvreur ou pour former un logisticien en Europe, on ait autant de processus différents, alors même que finalement, le couvreur ou le logisticien qui travaille en Belgique, en France ou en Italie, bon, il a une part de corpus, de compétences qui est quand même fondamentalement semblable. Et donc, la question qui se pose au niveau du politique, c'est comment est-ce qu'on accélère la convergence en termes d'efficacité. Et donc, parfois, le questionnement est extrêmement brutal en disant, bon, au fond, on n'a qu'à accepter le diplôme tel qu'il a été conçu dans un autre pays et on n'a qu'à le prendre comme tel. Donc, pour vous dire à quel point ça peut vraiment être violent. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir comment on peut, au terme du processus, qu'est-ce qu'on peut réellement porter pour ne pas se heurter à un mur, et quel est le type d'apprentissage que le politique doit faire aussi pour pouvoir entendre. Je crois que la question... Oui, il y a peut-être un petit regard sociopédagogique non, là-dessus, et puis une réponse institutionnelle. Je vous cède la parole sur les attentes. Moi, je suis convaincue que le politique apprend lui aussi tous les jours, et surtout de ce qu'on lui apporte du terrain. Et les conférences de consensus telles qu'elles ont été organisées à l'Institut Jacques Otto, mais aussi notre ambition ici, c'est ça, c'est de faire du lien entre le politique stratégique et la réalité de terrain, et de pouvoir faire cet ascenseur dans les deux sens, et permettre alors d'avoir vraiment une voix... Voilà, qui peut être controversée par ailleurs, qui peut être reprise ou pas par les institutions politiques, mais toujours est-il que nos institutions et les acteurs de terrain, les formateurs, ils perdurent bien au-delà des politiciens qui passent. Et je pense que l'apprentissage, il est continu de part et d'autre. Donc voilà. Mais on sera très vigilant, en effet, à pouvoir communiquer efficacement au moment de la publication des résultats, ça c'est clair. Il y avait une autre question là. On a besoin du micro parce que comme on enregistre tout, il était important de parler dans le micro. Merci. C'est plus une réflexion qu'autre chose de mon vécu d'enseignante et puis d'avoir eu la formation en KPAS. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a entre la formation... Tenez le micro tout près, ce genre de micro. La formation qu'on a en KPAS et la pratique quotidienne, il y a vraiment un espace. Hein. Donc on n'est plus du tout dans la réalité. Et tout ce travail de réflexion qu'on nous apprend au KPAS, il y a parfois du mal à le mettre en pratique dans le quotidien de l'enseignant, et plus encore pour ceux qu'on est en train de former. Quand on voit le programme, par exemple, des enseignants, leur charge de cours de travail est telle qu'ils n'ont pas, pendant leurs 3 ans de cursus, de prendre 1 minute de réflexion sur ce qu'ils font ou sur leur pratique de futurs enseignants. Ça, c'est une chose. La deuxième chose dans le cours de didactique, parce que moi j'ai eu à donner le cours de didactique de sciences, on est souvent confronté aux lacunes des étudiants. Donc
donc, donc de base. Donc il y a d'abord ces lacunes-là à combler avant d'entamer le travail de transmission de ces matières-là. Oui. Et voilà, j'en suis toujours à l'interrogation, mais je voulais quand même faire cette réflexion pour voir si... Moi, je pense que le fait de travailler maintenant avec les acquis d'apprentissage, monsieur a raison de le dire, on est dans une sorte d'uniformisation européenne, Learning Outcomes, est quelque chose de très important. Je vais vous prendre une petite anecdote ou un petit exemple connu. Lorsque j'ai pris la fonction de sous-direction à l'ITN, fonction de sous-direction qui vise vraiment à accompagner mes collègues enseignants, donc c'est une fonction très pédagogique qui m'a été confiée, on m'a demandé d'accompagner un groupe de professeurs de langue dans la construction de grilles d'évaluation. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que nous entendions très souvent des professeurs qui, en promotion sociale, donc je vous explique un peu, on commence par l'unité d'enseignement 1, et puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7. Et moi j'entendais d'abord comme collègue et puis comme sous-directeur, certains de mes collègues qui disaient, professeurs de langue, qui disaient « Oui mais enfin c'est incroyable, cet étudiant, il est en UE4 ». Et on venait trouver le directeur ou le sous-directeur en disant il faudrait quand même le réorienter vers l'UE2. Alors vous imaginez aller trouver un étudiant qui a obtenu une attestation de réussite et lui dire mais finalement l'attestation de réussite ça va pas, il faudrait quand même repartir parce que les bases tu ne les connais pas. Et en fait je pense qu'on est en train, je n'ai pas de solution miracle, mais je pense qu'en faisant un travail collectif d'appropriation des acquis d'apprentissage et en faisant en sorte que chacun des professeurs responsables d'un niveau se rende bien compte que s'il n'évalue pas correctement les acquis, il va permettre à des étudiants, certes, de continuer leur formation, mais en traînant avec eux des choses qui, un jour ou l'autre, vont les rattraper. Et donc, là aussi, il faudrait plus de temps pour vous entretenir de ça, mais je crois, moi, fondamentalement, que travailler avec des acquis d'apprentissage et laisser la possibilité aux formateurs ou aux enseignants, les libérer quelque part parfois d'un programme qu'ils peuvent percevoir comme trop contraignant, mais permettre aux enseignants, et cette liberté pédagogique, moi, c'est là que je la situe, c'est de dire, voilà, les objectifs formulés en termes d'acquis d'apprentissage, les voilà. Maintenant, votre job, c'est d'amener vos étudiants, vos apprenants à la maîtrise de ces acquis, qu'ils soient formulés d'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'on éviterait un certain nombre de grosses difficultés. On est pour le moment encore dans notre système d'enseignement, puisque vous parlez de l'enseignement en plein exercice, j'imagine, que je connais aussi un peu, beaucoup. On est encore pour le moment, parce qu'on utilise des systèmes de moyenne, en train de certifier la réussite de certains étudiants qui n'ont pas acquis toutes les capacités, compétences, savoirs nécessaires pour passer d'une année à l'autre. Imaginez, vous avez 3 compétences. L'étudiant, on le note de manière classique. Première compétence, il obtient 60. La deuxième, il obtient 50 et il faut que je fasse des calculs parce que là en live c'est compliqué, pas prof de maths. Enfin, vous voyez bien le principe. Vous voyez le principe, ça veut dire que quand on fait la moyenne, malgré qu'une compétence n'est pas acquise, l'étudiant il a réussi. Ça va ? Alors il y a effectivement dans mes collègues des gens qui me disent oui mais enfin il faut parfois faire preuve d'humanité. Moi je veux bien, mais je dis toujours à mes collègues, l'humanité c'est pas au moment de l'évaluation qu'elle doit se manifester, c'est au moment du dispositif d'apprentissage. Alors moi, l'humanité, certainement en formation, entendez-moi bien, mais il faut savoir où la placer, ou sinon on tombe alors dans des situations comme celles que vous vivez, qui sont alors effectivement pénibles pour l'enseignant qui doit faire un travail qu'il est dans l'impossibilité de faire parce que l'étudiant ou certains étudiants ont de grosses difficultés acquises par ailleurs. Donc je compatis. Avant de faire la pause, peut-être une toute dernière question. Vous avez discuté 3 assertions, empruntées soit au parcours professionnel, soit aux pratiques pédagogiques. Est-ce qu'il y a une préconisation que vous pourriez formuler relativement à ça, à laquelle vous tenez particulièrement? Moi, je crois que je l'ai abordé tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut professionnaliser le métier de formateur.
et qu'il est important évidemment de donner un cadre, alors que ce cadre soit à définir, ça c'est clair, et ça me paraît indispensable, mais je trouve encore une fois que travailler sans cadre, c'est être dans la grosse difficulté, c'est percevoir l'anxiété dont je parlais, peut-être encore plus fortement. C'est un cadre pédagogique, c'est un cadre institutionnel, c'est un cadre réglementaire. Oui, vous avez raison. Moi, vous avez bien vu que mon intervention était essentiellement axée sur le socio-pédagogique, et donc pour moi c'est un cadre socio-pédagogique. La dernière pour la route. Pour la route, avant la petite pause. Bonjour, Jacques Martel, directeur de Bruxelles Formation, du Centre Langue de Bruxelles Formation. Une petite question sur un aspect qu'on n'a pas beaucoup évoqué, je crois. Nous formons donc en langue beaucoup de personnes chez nous qui ont des compétences cognitives vraiment complètement différentes les unes des autres. Et on a parlé d'acquis, mais pas de ces compétences, je crois, cognitives. Comment préparer les formateurs à bien gérer ce problème, puisqu'ils se retrouvent chez nous, par exemple, et je crois que ça se passe de plus en plus, devant des personnes qui vraiment ont des compétences cognitives totalement éloignées les unes des autres, des gens qui sont incapables ou très peu capables de faire des analyses, de l'abstraction, etc. Et ils ne sont pas du tout préparés à ça. Qu'est-ce que vous préconisez ? De nouveau, je préconise une formation qui permette vraiment aux formateurs de travailler dans des milieux hétérogènes. Je pense que depuis un certain temps, on montre bien à quel point l'hétérogénéité n'est pas quelque chose qui est à distinguer du processus d'apprentissage en tant que tel. De plus en plus, et on le fait constater, la littérature notamment est largement abreuvée de ce genre de constat, c'est que tout groupe est fondamentalement hétérogène. Alors, probablement que dans un certain nombre de groupes, l'hétérogénéité, elle est encore plus perceptible. Mais je trouve que la capacité de faire face à des groupes hétérogènes, ça fait véritablement partie d'une formation nécessaire. Parce que l'hétérogénéité, comme je vous l'ai dit, elle est présente tout le temps et partout. Et qu'à force de ne pas en avoir tenu compte, on a parfois fait des catastrophes, mais parfois parce que, vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Pernoud qui dit bien il faut arrêter de parler de pédagogie différenciée, la différenciation, elle doit se faire tout le temps. Et précisément parce qu'on aura cette préoccupation de respecter l'apprenant en tant qu'apprenant singulier.